Voilà. Donc, tout d'abord, je souhaitais vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire qui porte sur encore la prise de risque, mais on voit un différent volet aujourd'hui. Ça fait partie de la série de 3 webinaires qui étaient centrés vraiment sur la saine prise de risque. Le rôle de l'éducatrice aujourd'hui, c'est ce qui nous intéresse plus particulièrement. On a fait un lien avec le dernier webinaire qui a eu lieu avec Mathieu Point, qui est professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc aujourd'hui, on s'intéresse vraiment à la suite de ce qu'on a parlé de Fais attention. On va parler vraiment du rôle de l'éducatrice aujourd'hui avec une invitée spéciale. Avant d'aller plus loin, je vais vous parler de l'objectif de ce webinaire. L'objectif, c'est vraiment c'est axé sur l'adoption d'une posture qui est favorable, qui va permettre à l'enfant de s'engager dans le jeu risqué de son choix. Donc, c'est vraiment la posture aujourd'hui qu'on va prendre le temps d'explorer ensemble avec Julie Tourville. Julie, qui est kinésiologue au CIUS, Centre Mauricie, Centre du Québec. Si tu veux bien nous parler rapidement un peu de toi, Julie. Oui, ben bonjour tout le monde. Donc, oui, je travaille comme kinésiologue au CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec dans la direction de santé publique. Donc, mon rôle dans une équipe de kinésiologues en petite enfance, c'est d'offrir de la formation et de l'accompagnement dans les différents milieux où on travaille avec des enfants ou des familles qui ont des enfants 0-5 ans. Donc, tout ce qui est CPE, milieu familial, les garderies privées, les organismes communautaires familles et aussi avec le milieu scolaire, donc tout le préscolaire les maternelles 4 ans et 5 ans. Donc, comme je le mentionnais, c'est de la formation et de l'accompagnement, mais au niveau de toute l'importance du jeu libre et actif dans le développement global de l'enfant. Donc, tout ce qui est notion de risque et rôle aussi de l'éducatrice, ben, ça fait partie de nos contenus de formation et d'accompagnement. Oui, puis en fait, même Julie et moi, on travaille des fois sur on a des groupes sur lesquels des fois on s'intéresse parce qu'on crée souvent cette boucle-là de formation. Julie va commencer quelque part, moi je vais prendre le relais sur quelque chose d'autre. C'est ça aussi un peu l'objectif. Puis si jamais vous êtes en Mauricie, Centre du Québec, c'est intéressant de contacter justement les kinésiologues du CIUS. Elles font partie de ressources gratuites qui sont à la disposition qui vous semble à disposition pour vous aider à aller plus loin sur ces éléments-là, entre autres la prise de risque. C'est pourquoi, en fait, aujourd'hui, j'ai invité Julie. Avant d'aller plus loin, je vais me présenter. Je m'appelle Rosalie Morin. Je suis à la base enseignante en éducation physique et j'ai maintenant une maîtrise en sciences de l'activité physique. De là, en fait, de ma maîtrise, j'ai décidé de fonder une ALU Éducation qui s'intéresse principalement aux aménagements d'aires de jeu extérieures, aussi à la formation qui est en lien avec les matériaux libres principalement, mais également sur les aménagements d'aires de jeu dénaturalisées. C'est vraiment ce vers quoi je tends à faire connaître aux gens. Puis c'est vraiment en lien avec l'éducation par la nature aussi. Vous pouvez trouver les différents webinaires sur les reprises de webinaires sur YouTube, du contenu sur LinkedIn, mais également sur Facebook. Donc, maintenant, on va aller vraiment dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je reprends littéralement le post, la page que Mathieu nous a donnée il y a 3 semaines de ça. En fait, c'est vraiment le positionnement de la saine prise de risque. Qu'est-ce que c'est la prise de risque? Ça se fonde où? Les enfants, en fait, ils ont besoin, ils veulent prendre des risques. Ils ont un besoin fondamental de s'engager dans du risque, de sauter, de tourner, de balancer, d'être actifs physiquement pour comprendre, en fait, cette cause à effet, pour connaître leur environnement. Donc, c'est vraiment à travers des expériences qui se familiarisent avec leur environnement puis qui évoluent. C'est vraiment ce que les enfants ont besoin. Puis, c'est vraiment, en fait, j'ai repris la page que Mathieu nous a prêtée parce que je trouvais qu'elle résumait très bien le principe, les fondements de ce que c'est ce que l'enfant a besoin. Et d'ailleurs, Julie, qu'est-ce que tu aurais à rajouter là-dessus? Mais ce que je rajouterais, c'est que oui, l'enfant, par la prise de risque dans ses jeux actifs,
se familiarise avec son environnement, mais c'est aussi de cette façon-là qu'il va développer différentes compétences comme toute sa compétence sociale par les interactions avec les amis dans ce genre de jeu-là, son langage aussi. Ça va lui permettre de résoudre des conflits, de prendre des initiatives. Par la prise de risque aussi, l'enfant va apprendre à évaluer ses risques, pardon, va apprendre aussi à développer ses comportements d'autoprotection. Ce qu'on veut dire par là, c'est que si l'enfant fait une chute, ben, il va apprendre à tourner la tête, il va apprendre à utiliser ses bras pour ne pas se frapper le visage au sol, il va apprendre à faire une roulade s'il saute d'une hauteur. Donc, tous ces comportements-là, c'est important de les développer quand on est en petite enfance. Et tout ça va permettre à l'enfant d'augmenter son estime de soi, sa confiance en soi aussi. Donc, d'où l'importance là, de laisser les enfants prendre des risques quand ils sont dans des jeux actifs. Puis en fait, là, on parle de jeux actifs, on parle aussi de permettre à l'enfant de s'engager dans son environnement, mais il y a aussi des environnements gagnants. Puis qu'est-ce que c'est en fait ces environnements gagnants-là, Julie? Qu'est-ce que tu as vu, toi, à travers toutes tes connaissances? Qu'est-ce qui est le plus pertinent? Qu'est-ce qui est gagnant, en fait? Ben, on sait que pour qu'un enfant s'engage dans son jeu, on a des conditions gagnantes pour favoriser cet engagement-là ou que l'enfant s'investisse dans son jeu. Donc, on en a quatre ici qui sont présentés. Donc, ça prend un environnement comme condition gagnante qui est sécuritaire, qui est stimulant, qui est ponctué de défis. Donc, est-ce que dans notre local, par exemple, on laisse les enfants courir, sauter? Est-ce qu'on leur permet des activités de lancer? Est-ce qu'on peut tasser le matériel aussi pour offrir l'espace que l'enfant a besoin pour bouger avec grande énergie? Est-ce qu'on va jouer à l'extérieur? Parce qu'à l'extérieur, c'est vraiment là qu'on peut bouger de façon plus intense pour permettre le développement des habiletés motrices de base. Et est-ce qu'on propose aux enfants du temps quand on va à l'extérieur ou même à l'intérieur pour s'investir dans ce jeu-là? Parce que ça prend entre 45 et 60 minutes non décomposables pour que l'enfant s'investisse dans son jeu, il fasse des apprentissages. Et quand on dit non décomposable, c'est que les 10-15 premières minutes du jeu, l'enfant est en train d'installer son jeu. Il ramasse le matériel qu'il a besoin, il échange avec les amis pour voir un peu qu'est-ce qu'on ferait avec tout ce matériel-là pour jouer, pour après ça, enfin s'investir dans le jeu. Donc, jouer, proposer des règlements ou les changer, ces règlements-là pour réorienter le jeu et peut-être mettre fin au jeu au bout du 60 minutes ou peut-être pas, mais au moins, durant les 30 minutes qui suivent l'installation du jeu, mais l'enfant va avoir du temps pour s'investir et influencer aussi tout son développement global. Il ne faut pas oublier aussi que le matériel qui est ici en troisième, c'est vraiment la condition gagnante qui permet vraiment là, de développer certaines compétences, donc du matériel attrayant qui est adapté au développement de l'enfant à son âge, varier le matériel aussi, de ne pas attendre à varier le matériel à chaque mois, mais le varier régulièrement en quantité suffisante bien, pour éviter qu'il y ait des petits conflits des fois entre les amis, parce que si on a juste un jeu ou un matériel pour 8 enfants, ben, ça peut arriver des petits conflits. Mais je pense que, Rosalie, tu es capable d'aller un petit peu plus loin. Je pense que c'est ton champ Ouais, d'expertise, le matériel. Fait que je te laisse dire un petit mot de plus là, au sujet du matériel. ben oui, ben en fait, il est très bien écrit que le matériel, ça joue un grand rôle là, dans l'acquisition de certaines compétences, même de multiples compétences. On parle de matériel, comme tu l'as dit, Julie, attrayant, adapté, varié, quantité suffisante. Euh, Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est d'aller avec du matériel polyvalent. Parce qu'avec le matériel polyvalent, ben, il n'y a pas de fonction prédéfinie. Il n'y a pas de fonction prédéfinie qui fait en sorte que l'enfant ben, va utiliser, par exemple, s'il y avait juste des petits camions, ben, il y a juste une fonction ou deux au petit camion. Donc, ça laisse pas possibilité à l'enfant à créer et créer son univers. Euh, donc, on est vraiment, si vous intégrez, par exemple, du matériel libre et polyvalent en quantité suffisante, il existe des quantités, là, par exemple, vous pouvez compter
un matériel par 3 enfants au début ou quand les enfants deviennent de plus en plus euh, habiles, puis que vous voyez qu'il y a vraiment un besoin de ça, puis que vos éducatrices sont confortables avec le matériel suggéré, ben vous pouvez multiplier votre nombre d'enfants par 4 et par 5, par 4 ou par 5, ça vous donne le nombre de matériel qu'ils pourraient avoir de disponible dans votre environnement. Cela dit, moi, je mets toujours un astérix là-dessus, considérant le fait que si vous avez une plus petite cour ou un plus petit environnement, choisissez un environnement qui est suffisamment grand ou sinon diminuer la quantité de matériel pour éviter l'encombrement, puis de là, en fait, ne pas venir mettre un frein aux grands espaces qui permettent aux enfants de bouger. Donc, c'est vraiment un petit astérix important. Ici, en fait, là, on parlait de l'environnement, mais on parle de plus en plus aussi du rôle de l'adulte, qui est principalement notre sujet aujourd'hui. Le matériel a une importance ou un impact, mais le rôle a un plus grand importance, à mon avis, là-dessus. Si vous avez la bonne posture, ça va permettre à l'enfant de mieux jouer, mais aussi d'aller plus loin dans ses réflexions. Puis c'est ce qu'on cherche, en fait. Ici, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'adulte, c'est une personne importante pour le développement de l'enfant. L'adulte est un modèle pour l'enfant, donc ça, on l'entend beaucoup, on le lit beaucoup. Il est hyper important que, en fait, l'enfant développe un bon lien avec l'adulte et puis que ce lien-là, en fait, se renforcisse pour créer cette relation de modèle-là. Il est important aussi pour l'adulte que pour mission générale, j'en ai parlé dans le dernier webinaire avec Mathieu, qui était vraiment une mission générale, que ce soit d'observer, d'accompagner, de soutenir, d'encourager et de guider l'enfant dans son jeu. C'est ça l'objectif général, mais il existe en fait des principes qui sont beaucoup plus pointus, comme quand on va sur le terrain, là, comment qu'on fait puis je pense que je vais laisser Julie prendre le temps de l'expliquer, mais comment est-ce qu'on fait pour plus précisément, comment est-ce que ça se matérialise je vais trouver le mot. Comment ça se traduit en fait? Comment ça se met en action? J'aimerais que tu prennes le temps de nous l'expliquer. Oui. On a parlé des conditions gagnantes du côté de l'enfant, mais ici, on a des conditions gagnantes aussi du côté de l'adulte. Donc, le premier rôle de l'adulte, c'est vraiment d'observer. C'est le rôle, je pense, le plus important quand on est dans un jeu libre et actif où il y a prise de risque pour les enfants. Donc, on peut observer les intérêts des enfants, qu'est-ce qui se passe entre eux, les échanges, les intérêts des enfants, les besoins des enfants, les interactions qu'il y a entre les enfants aussi, les différentes barrières au jeu. Qu'est-ce qui freine les barrières? Qu'est-ce que des enfants aiment et n'aiment pas aussi? Et dans cette observation-là, bien évidemment, on se trouve à être tout près des enfants pour entendre, écouter, voir qu'est-ce qui se passe. Donc, ça apporte toute cette présence bienveillante que l'enfant a besoin pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans son jeu, pour pouvoir oser prendre des risques, pour pouvoir explorer aussi dans son jeu et encore plus quand on est en nature, évidemment, de permettre l'enfant de toucher, d'observer, d'aller un petit peu plus loin pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut découvrir dans cette nature-là. Il y a toute la façon d'intervenir dans le jeu aussi qui est importante au niveau de l'adulte. Donc, poser des questions dans le jeu de l'enfant, s'intéresser au jeu de l'enfant, proposer des variantes. On peut jouer avec l'enfant aussi. Mais à ce niveau-là de l'intervention, ben, l'enjeu qu'on a, c'est beaucoup plus de savoir, c'est beaucoup plus de savoir comment intervenir plutôt que de savoir s'il faut intervenir ou pas. Et c'est là qu'on va embarquer dans un genre de gradation de rôle au niveau de l'adulte. Si tu peux aller vers l'autre diapo, s'il te plaît, Rosalie, Oui. où on a un continuum ici de rôle que l'adulte peut jouer dans le jeu libre et actif de l'enfant, ou en fait dans le jeu actif, je devrais plutôt le dire de cette façon-là, qui va permettre à l'enfant cette prise de risque-là. Donc, on a notre premier rôle en haut qui est le rôle non engagé. Donc, c'est que l'éducatrice est en train de faire autre chose que de s'intéresser au jeu de l'enfant. Elle est en présence enfant quand même, mais soit qu'elle est en train de parler à une collègue, de parler à un parent, de préparer une activité qui va suivre,
mais elle n'est pas vraiment présente auprès de l'enfant. Donc, elle va être là tout simplement pour une gestion d'incidents ou de conflits. On a le rôle d'observatrice qu'on a parlé auparavant. Donc, oui, c'est d'être présente auprès de l'enfant, cette présence bienveillante-là, pardon, qui va permettre d'aller chercher de l'information ou peut-être de prendre des notes aussi sur cette évolution-là de l'enfant par je cherche mes mots, pardon, par des photos, par des vidéos, pour pouvoir être capable de se souvenir, d'aller revoir l'évolution de cet enfant-là, pour pouvoir lui offrir le matériel dont il a besoin pour évoluer et aussi pour raconter l'enfant aux parents quand le parent vient puis veut savoir l'enfant où il est rendu dans son développement et tout ça. Donc, ce rôle-là est vraiment super important. Metteur en scène maintenant. Bien, metteur en scène, l'éducatrice est un petit peu plus présente parce qu'elle va soutenir le jeu de l'enfant dans sa préparation. Donc, elle peut proposer des scénarios pour que l'enfant puisse jouer avec l'environnement et le matériel qu'elle veut bien proposer, peut-être avec une intention pédagogique derrière ça. Et elle va plutôt répondre, elle peut aussi répondre aux questions des enfants. Un exemple, si les enfants sont en train de jouer au restaurant ou à l'épicerie, par exemple, et que dans l'installation de leur jeu, ils n'ont pas nécessairement pensé à comment on pourrait payer, parce qu'à la fin du repas ou à la fin de l'épicerie, on arrive là dans la vie de tous les jours, donc on sait que les enfants reproduisent la vie quotidienne. Donc, l'éducatrice va plutôt questionner les enfants au lieu de donner la réponse. Tu pourrais utiliser telle chose pour payer ou faire telle affaire. Donc, elle va questionner l'enfant pour les amener un petit peu plus loin dans cette réflexion-là pour dire, ben, OK, on pourrait utiliser tel outil, tel objet, tel truc qui se trouve dans le local pour pouvoir servir comme argent ou comme carte de crédit ou de guichet. On a aussi co-joueurs, co-joueuses. Donc ici, on est beaucoup plus impliqué dans le jeu de l'enfant, mais à la demande de l'enfant. Donc si, par exemple, l'enfant nous demande de venir jouer au vétérinaire, donc on va accepter l'invitation à aller jouer, mais on va plutôt questionner l'enfant pour savoir, ben, qu'est-ce que je suis ou qu'est-ce que je fais dans ce jeu-là? Est-ce que je suis l'animal qui est malade? Est-ce que je suis le vétérinaire? Est-ce que je suis le parent qui accompagne l'enfant? Donc, de cette façon-là, on va savoir vraiment comment se positionner dans le jeu pour entrer dans l'univers de l'enfant. C'est vraiment en étant co-joueur qu'on peut rentrer dans la créativité, l'imaginaire de l'enfant et essayer de suivre ce jeu-là et non pas d'imposer notre façon de voir le jeu. Donc, c'est un rôle qui est super intéressant. Le leader de jeu, ben là, on s'engage un petit peu plus dans le jeu de l'enfant. On veut vraiment réorienter le jeu de l'enfant ici pour pouvoir atteindre des objectifs qu'on s'est peut-être fixés auparavant. Donc, si on a des objectifs, si les enfants, par exemple, sont en train de jouer aux animaux de la jungle, pour dire n'importe quoi, et que les enfants sont en train de faire des animaux qui sautent, qui marchent et tout ça, mais que notre but, c'était de faire ramper les enfants ou de faire marcher à quatre pattes pour avancer un petit peu plus loin dans ces habiletés motrices-là. Bien, pourquoi pas ne pas installer des chaises ou installer une couverture pour faire un tunnel, faire un passage, pour vraiment inciter les enfants à marcher à quatre pattes ou à aller ramper dans ce petit corridor-là, tout en étant encore dans leur jeu d'animaux de la jungle. Et on a le dernier, directeur de jeu, qui là est vraiment à l'opposé. On le dit, directeur, on est en train de diriger le jeu. Donc, à ce moment-là, on est plus dans un jeu organisé, planifié, animé par l'adulte où l'enfant doit suivre des règles, des consignes qui, des fois, sont peut-être un petit peu difficiles pour lui à suivre et qui freinent un peu cette liberté-là au jeu libre et actif qui est souhaité là, vraiment dans une forme de saine prise de risque aussi. Donc, on peut voir que dans ce continuum-là, ben,
vous pouvez certainement imaginer que pour accompagner l'enfant dans le jeu libre et actif et cette saine prise de risque-là, il faut se trouver dans les 4 rôles là, qui sont identifiés un petit peu plus en vert, mais un peu plus en vert Ah, ouais. dans la diapo, dans la diapo qui est là. Et il faut être capable d'avoir une certaine flexibilité aussi dans ces rôles-là. Ce n'est pas nécessairement de se camper dans un de ces 4 rôles-là, mais d'être capable de naviguer, de manœuvrer à travers ces 4 rôles-là pour pouvoir accompagner l'enfant dans son jeu, dans ses apprentissages, dans cette prise de risque-là qui va lui permettre d'évoluer. Tout à Je fait, pense Julie. ben, Je, j'allais te proposer, Rosalie, j'ai fait un petit peu des exemples là, de chacun des rôles ici, mais ça pourrait être intéressant si tu pouvais partir d'une même situation, puis nous présenter un peu comment on peut naviguer dans ces différents rôles-là à partir du même jeu, dans le fond, là. Ben oui, un que j'aime beaucoup faire, en fait, même ben, que j'aime beaucoup prendre en exemple, c'est le fameux transvidage. Fait que les enfants qui commencent à comprendre, transvider dans certains pots ou comprendre la réaction peut-être, que ce soit même avec par des tuyaux, comprendre qu'est-ce qui va plus vite ou qu'est-ce qui va moins vite, si je prends du sable, si je prends de l'eau. L'observatrice bienveillante, dans cette situation-là, elle va observer ce que l'enfant fait, puis elle va demeurer disponible si l'enfant a un besoin. La metteur en scène, elle va peut-être se rendre compte que l'enfant a besoin de, peut-être, il aimerait ça transiter dans plusieurs pots. Donc, c'est ce qu'elle observe, elle va suggérer des pots différents, elle va suggérer des outils différents, des tamis ou quoi que ce soit, puis elle va voir l'enfant ce qu'il fait avec, ou même suggérer des tuyaux. Fait que là, l'enfant va peut-être commencer à, à naviguer avec le matériel, comme tu dis. Puis la co-joueuse, elle va peut-être commencer à dire, OK, parfait. Elle va peut-être prendre le tuyau, puis elle va le tenir. Puis ensuite, l'enfant va peut-être commencer à transvider dedans. Donc, elle va suggérer quelque chose. Elle va suggérer un nouvel élément de jeu, mais elle ne l'imposera pas. Puis la leader accompagnatrice, ben, elle va peut-être prendre le pot de sable ou le pot d'eau, puis elle va transvider, puis laisser voir l'enfant qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il réagit, pour que lui puisse enfin comprendre les différentes réactions. Donc, si je prends de l'eau, si je prends du sable, donc tout ça, même proposer des nouveaux matériaux, proposer des nouveaux, que ce soit des textures ou qu'est-ce qui se passe si on met des feuilles. Donc, c'est ce qu'elle va tenter de faire en tant que leader accompagnatrice. Elle va proposer des nouveaux éléments. Puis graduellement, elle va retirer son soutien, et puis c'est ce qui est bien écrit, mais elle va être là toujours. Donc, elle va peut-être plus devenir une leader accompagnatrice à un moment donné parce qu'elle elle sent que l'enfant veut aller vers quelque part, puis elle va devenir observatrice bienveillante dans la seconde qui va suivre. Donc, c'est ce qu'on parle par flexibilité. On parle d'un accompagnement qui est constant, qui est là, qui est un petit peu plus maximal. Puis, whoop, peut-être que je dois me retirer parce que l'enfant est rendu là. Donc, tout ça, j'aime dire que c'est un art. C'est un art de travailler avec ce continuum d'accompagnement-là. Puis, mais tout ce que dans quoi ça réside, en fait, c'est d'être là pour l'accompagnement de l'enfant, puis de le soutenir dans son jeu. Donc, on est vraiment écarté du soit je suis pas là ou soit je suis trop là. Puis j'emmène, je veux une action obligatoire et c'est ça et c'est tout. Donc, c'est ça en fait l'objectif, c'est d'un peu de laisser la place à l'enfant, puis on est davantage vers ce besoin-là qui est exprimé par beaucoup de professionnels. Puis, puis pour des raisons très légitimes, là. Donc, ce qu'il faut en fait, c'est que dans ce continuum d'accompagnement-là, ça s'applique à la saine prise de risque aussi. Puis c'est ça aussi, l'objectif, c'est d'adopter une meilleure posture, puis c'est de commencer à travailler avec ces euh, quatre rôles-là, puis d'être conscient. Ça m'amène en fait à, Julie, j'aimerais que tu me parles de la prochaine page qui va fixer encore plus en fait le rôle de l'adulte dans la promotion du jeu à la prise de risque en fait. Oui, tout à fait. Dans le fond, cette diapo-là, elle est comme, je dirais que c'est le cœur un peu de tout ça.
dans l'intervention, dans le jeu de l'enfant, c'est que oui, on a apporté plein de notions sur les différents rôles, comment on peut intervenir, qu'est-ce qu'on met en place au niveau de l'enfant puis au niveau de l'adulte. Mais si on avait seulement une question à se poser, ou en fait, quelque chose à retenir, je dirais peut-être comme ça ici, c'est que avant chaque intervention qu'on fait dans le jeu de l'enfant, ben, posons-nous la question, est-ce que je suis en train d'empêcher un apprentissage? Est-ce que je suis en train d'empêcher un mouvement, un nouveau mouvement ou quelque chose que l'enfant vient d'améliorer dans son habileté motrice? Est-ce que je l'empêche de surmonter un obstacle ou de relever un défi? Est-ce que je suis en train de faire à la place de l'enfant? Ça, j'espère que non, mais on en voit quand même quand on est avec les tout petits puis qui grimpent, puis réussissent à grimper un grand module, puis qu'on se rend compte qu'ils sont en haut de ce grand module-là. Souvent, qu'est-ce qu'on fait par la peur, un petit peu la crainte de se blesser ou de tomber en bas? On va prendre l'enfant puis on va le descendre nous-mêmes. On va le descendre nous-mêmes au sol. Alors que l'enfant, s'il a réussi à monter, ben, il va être en mesure par lui-même de réfléchir, de voir un petit peu, d'observer, d'analyser pour être capable de soit redescendre par la même place qu'il a pris pour monter sur le module ou de tenter une nouvelle façon de descendre par la glissade, par d'autres marches, par un poteau de pompier ou peu importe, là. Donc, si on se pose ces questions-là avant chaque intervention qu'on veut faire, bien, on est vraiment en accompagnement de l'enfant dans son apprentissage, dans sa gestion de risque aussi. Donc, il faut apprendre à patienter. Et ce n'est pas parce qu'on patiente qu'on n'est pas en train d'intervenir ou qu'on est indifférent au jeu de l'enfant. Il y a vraiment une différence dans tout ça parce qu'on l'a vu observer, c'est le rôle principal, c'est un rôle qui est vraiment prédominant. Donc, quand on observe, on n'est pas indifférent par rapport au jeu de l'enfant. Puis j'apporterai juste une petite précision que j'ai oublié de mentionner tantôt, mais quand on est dans le rôle d'observateur, on n'est pas dans un rôle de surveillance. Donc, dans un rôle de surveillance, on est plus en gestion de conflit, tandis que dans un rôle d'observation, on est en train de prendre plein d'informations sur le jeu de l'enfant, par rapport à l'enfant, par rapport à l'environnement, puis par rapport à soi comme éducatrice aussi en même temps. Donc, on n'est pas dans de l'indifférence, au contraire, on est beaucoup plus dans de la présence et dans de la connaissance de l'enfant. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'une expérience qui a été faite avec une éducatrice. J'aurais envie d'avancer ça ici, Rosalie. Bien Euh, sûr, vas-y. ils, Très ils intéressante comme ont, histoire. ils ont demandé à une éducatrice de faire une expérience sur, je pense que c'était sur une semaine, un 3, 4, 5 jours. Puis, ils ont installé dans un local seulement une boîte, un ballon et une corde, si je me souviens bien. Et ils ont demandé à l'éducatrice d'aller dans ce local-là avec ses enfants et de ne pas intervenir. Les seules interventions qu'elle avait à faire, c'est aller jouer les amis. Puis si les enfants venaient vers elle pour questionner, pour demander de l'aide ou pour régler un conflit, tout ce qu'elle avait à dire, c'est retourne jouer, essaie de trouver une solution, j'arrive, ça ne sera pas long. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que quand la première journée qu'ils sont qu'ils sont arrivés dans ce local-là, ils se sont rendus compte que les enfants sont tous assis autour de l'éducatrice et attendaient les consignes pour jouer. Alors qu'elle, la consigne, ce qu'elle a donné, c'est aller jouer les enfants. Fait que c'était pas suffisant, mais à force de laisser les enfants, elle disait à nouveau, vous pouvez aller jouer les enfants, jouer avec la boîte, avec la corde, puis elle essayait de dire autrement, mais toujours en disant, allez jouer. Fait que certains ont commencé à aller jouer, puis à essayer de trouver qu'est-ce qu'on peut faire avec seulement ces trois matériels-là. Et avec le temps, ben, les enfants, la deuxième journée, la troisième journée, ben, les enfants savaient un petit peu plus que quand on arrivait avec l'éducatrice disait allez jouer les enfants, les enfants allaient jouer. Et ce qu'ils ont vu aussi, c'est qu'à chaque fois que les enfants venaient vers elle pour aller pour un besoin X, Y, Z, euh, quand elle leur disait de retourner pour trouver une solution ou qu'elle allait y aller dans quelques instants, ils se sont rendus compte que en moyenne, ça prenait 22 secondes pour que les enfants trouvent une solution sans l'aide de l'adulte. Donc, c'est sûr que c'est une moyenne. Des fois, c'est plus court, des fois, c'est plus long. Puis oui, il y a peut-être eu de l'intervention aussi nécessaire pour résoudre certains conflits. Il y a quand même de l'apprentissage à faire dans ça.
Mais si on retient ça ici, c'est que souvent, on intervient beaucoup trop vite parce qu'en dedans de 22 secondes, l'enfant peut trouver lui-même sa solution, sa façon de faire, son truc, ou résoudre son conflit ou relever le défi qu'il était en train de relever, mais qu'il ne pensait pas être capable. Donc, c'est important de prendre conscience de ça. Donc, apprendre à patienter, apprendre à différer, de dire à l'enfant, j'arrive dans quelques minutes, continue à jouer, j'arrive dans quelques minutes, ça vaut la peine de faire ça. L'autre chose qu'ils se sont rendus compte aussi dans cette expérience-là, c'est que dans les premières journées, les enfants qui allaient jouer et qui étaient plus investis et plus créatifs dans le jeu, c'était les enfants qui étaient plus problématiques ou plus difficiles en classe au niveau apprentissage et au niveau comportement aussi. Alors que les enfants qui avaient plus de difficultés avec la créativité et tout cet imaginaire-là à aller chercher pour créer un jeu avec ces trois outils-là, ben, c'est les enfants qui fonctionnaient bien académiquement et aussi au niveau de leur comportement. Fait qu'on voit que dans le jeu libre et actif, avec du matériel libre et polyvalent, recyclé de construction ou peu importe, qu'on peut aller chercher ces enfants-là qui sont plus problématiques en classe, mais qui deviennent des leaders quand on est dans cette forme de jeu-là. Fait que je trouvais ça intéressant de présenter ça parce que ça vient voir un petit peu là, notre rôle de toujours poser ces questions-là, d'attendre un peu avant d'intervenir, de minimiser aussi nos interventions dans le jeu libre et actif de l'enfant, dans sa notion, dans sa prise de risque, dans ses défis qu'il relève dans son jeu, pour que les enfants apprennent par eux-mêmes et qu'ils se développent de façon globale aussi. Donc, il faut faire confiance à l'enfant. Et pour faire confiance à l'enfant, ben, il faut que l'enfant ait confiance en nous aussi. Fait qu'avec le cercle vertueux ici qu'on voit dans cette diapo-là, ben, c'est que si l'enfant sait qu'on a confiance en lui, ben, il va beaucoup plus prendre de chances de prendre des risques pour sortir de sa zone de confort. Donc, cette zone-là, c'est quand l'enfant, on ne sait pas trop, là, est-ce que je vais réussir, est-ce que je ne réussirai pas, puis finalement, il décide de se lancer parce qu'il pense avoir les aptitudes pour réaliser ce défi-là, ben, il va s'en sortir grandi de ça parce qu'il va vivre une réussite. Et ces réussites-là vont permettre d'avoir plus confiance en lui. Et là, vous voyez que ce cercle vertueux-là s'installe et il va s'installer si la confiance en lui s'installe, oui, mais s'il sait aussi que l'éducatrice a confiance en lui par sa présence qui est là, bienveillante encore, ses observations et tous les différents rôles que l'éducatrice peut, peut jouer. J'aurais envie, Rosalie, avant qu'on passe à l'autre diapo, de questionner un peu les personnes qui sont là ou on verra s'ils peuvent avoir la réponse, mais j'aurais envie de demander euh, quelle est, quelle est l'activité qui a la plus grande prise de risque au niveau de l'enfance et que les adultes, on laisse aller et même qu'on applaudit, qu'on favorise, qu'on approuve, qu'on est-ce que quelqu'un peut tenter une réponse sur l'activité qui a la plus grande prise de risque, dans le fond, dans la vie d'un enfant? Oui, Marie-Ève? Marie-Ève. Ben, je dirais l'apprentissage à la marche, peut-être, je sais pas. Exactement, c'est en plein ça, bravo. C'est la marche, hein, quand on regarde les adultes avec un enfant qui est en apprentissage de marcher, ben, on se met à la hauteur de l'enfant, donc présence bienveillante aussi qui est là. On tend les bras pour dire viens-t'en, je suis là, je suis prête à t'accompagner dans cette marche-là, dans cet apprentissage-là. Mais quand l'enfant tombe, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on applaudit, on dit bravo, lève-toi, continue, on lâche pas. Fait qu'on encourage cette prise de risque-là parce que l'enfant tombe. C'est vraiment tomber ici. Et l'enfant va tomber vraiment souvent quand il est en apprentissage de la marche. Donc, une activité risquée qui est dans une zone qui est très saine par rapport à l'enfant parce qu'on ne demandera pas ça à l'enfant à 4 ans, mais on va lui demander vers 10, 11 mois, 12 mois, quand on sent que l'enfant commence à avoir un certain équilibre en position debout. Donc, on va favoriser, encourager cet enfant-là dans cette prise de risque-là. Et tout adulte encourage fortement.
Et qu'est-ce qui arrive après cet apprentissage-là de la marche quand l'enfant commence à marcher partout? Bien, on tombe de l'autre côté, on tombe dans attention, va pas là, attention, tu vas Ouais. tomber, attention, grimpe pas, attention, attention. Fait que c'est juste pour faire un petit clin d'œil un peu à cette notion de risque-là versus un petit peu notre surprotection qui arrive après la marche et qui s'installe dans la vie de l'enfant. Mais faisons attention aux mots, attention aussi dans notre vocabulaire là, quand on est dans la saine prise de risque chez les enfants. C'est vraiment un beau parallèle, en fait, là, avec la prochaine élément. Je voulais reprendre cette page-là, considérant que si le rôle est approprié, qu'il y a un bon lien de confiance, on tend, l'objectif aussi est de tendre à changer son vocabulaire. On est aussi quand on tend vers approuver davantage le risque, l'objectif, c'est aussi de modifier son vocabulaire. On en a parlé dans le dernier webinaire avec Mathieu. Ça prend du temps à réaliser ce qui se passe, mais ça, c'est les conditions idéales qui vont faire en sorte qu'on va changer un vocabulaire. Ça va être d'établir le lien de confiance avec l'enfant. Ça va venir renchérir, bonifier le fameux cercle qu'on a vu, établir ce lien de confiance-là. Ça va être aussi à connaître et à comprendre les capacités des enfants. On sait que les enfants, à partir de 11 mois, vont commencer à marcher, c'est quelque chose, mais on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont commencer à grimper dans les arbres. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont commencer à jouer près des éléments de la nature, à jouer près de l'eau, près du feu. Donc, ces éléments-là vont nous mettre par point confortable, mais on sait ou on le sait. En fait, si on ne le sait pas, c'est là qu'on va dire fais attention. C'est qu'on va apprendre à connaître leurs capacités. Donc, c'est hyper important de laisser les enfants découvrir au rythme auquel ils sont rendus pour apprendre à connaître leurs capacités eux-mêmes et nous-mêmes apprendre leurs capacités. Ça va être aussi d'identifier les dangers immédiats. Donc, si quand on parle d'observation bienveillante, ben, c'est d'observer aussi c'est un nouvel environnement. C'est d'observer rapidement les dangers qui pourraient être immédiats. Dangers immédiats, c'est des choses qui pourraient blesser de manière grave les enfants. Mais il s'agit aussi de les laisser explorer à travers ça, mais dans cette phase de risque, dans une perspective de prise de risque. L'autre élément, c'est de faire un suivi après les activités. Ah, qu'est-ce que tu as vécu? C'est prendre le pouls de ce que les enfants ont gagné. Est-ce qu'ils ont gagné en confiance parce qu'ils ont réussi à grimper aussi haut? Vous, ça va valider valider l'information que vous n'auriez pas dû, par exemple, dire fais attention, que l'enfant est rendu là. Donc, c'est aussi dans cette validation, faire un suivi, poser des questions à l'enfant qui va venir davantage renforcer ce lien-là de confiance. Puis de privilégier les environnements connus, puis j'ai même envie de dire les environnements gagnants, va vous permettre aussi de diminuer les faits attention, qui fait aussi partie du rôle de l'adulte. On a parlé de l'observation bienveillante, on a parlé du leader accompagnateur, donc tous ces rôles-là, mais si on est dans un environnement gagnant, puis on est dans un environnement connu, on a beaucoup plus de chances d'arrêter de dire fais attention aussi. Donc, tout ça s'installe, tout ça a des liens ensemble. Puis, j'ai envie de faire une belle petite conclusion avec vous, là. C'est vraiment un peu ce que je vous ai dit. Grosso modo, dans le rôle qui va vous permettre d'être optimal en tant qu'éducatrice, choisissez un environnement gagnant. Adopter aussi une posture favorable. Donc, commencez à vous imprégner du modèle qu'on a présenté, du continuum d'accompagnement. Donc, c'est quoi être observatrice bienveillante? De se refamiliariser avec ça. C'est quoi être une leader accompagnatrice? C'est quoi être une co-joueuse? C'est quoi être une metteur en scène? Où est-ce que je me situe? Donc, être consciente de ça va vous permettre d'adopter une posture favorable. L'autre chose, ça va être d'être patiente. Donc, ce que Julie a dit, ça prend 22 secondes avec un enfant finisse par trouver une solution à son problème. Donc, c'est d'être patient. Puis ensuite de ça, valider l'information. Ah, tu as réussi à trouver une solution? OK. Donc, c'est de valider cette information-là aussi va vous permettre de gagner en confiance en la situation, en l'enfant, en leur capacité aussi à le faire. Puis ça va juste vous donner davantage des ailes pour continuer vers ça. L'autre élément, ben, de développer un lien de confiance. Voyez-vous, tout ça, en fait, sont très liés.
va vous permettre de développer un lien de confiance avec chaque enfant, puis va vous permettre d'apprendre de leurs compétences pour les laisser davantage aller. Souvent, là, ce qui arrive, c'est qu'on n'est pas au courant de ce qui se passe dans l'environnement, puis on préfère dire non, 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 parce qu'on n'est pas, nous, au courant de ce qui se passe, que ce soit de l'environnement, des capacités de l'enfant, ou bien du risque qui se passe aussi, parce que les enfants, ils vont, puis on voit pas qu'est-ce qu'ils font. Donc, on dit arrête, arrête. Mais est-ce qu'il y a réelle raison? Donc, poser la question, hey, qu'est-ce que vous faites? Au lieu de, hey, fais attention. Donc, tout ça aussi se fonde là-dedans. Puis, je vous invite aussi fortement à aller regarder l'autre webinaire qu'on a fait sur les autres webinaires de la série qui explique qu'est-ce que c'est la prise de risque, c'est quoi les différentes prises de risque. Ensuite de ça, qu'est-ce que c'est aussi, sur quoi se fonde le fait attention. Je vous en ai glissé un mot, mais on en parle davantage avec Mathieu. Puis aujourd'hui, ben en fait, c'est juste on explique le rôle, puis on ancre tout ça ensemble pour vous permettre d'aller plus loin, commencer à enclencher une démarche, une posture favorable pour le jeu de l'enfant. Donc, j'espère que ça vous a été très informatif. Euh, Avant d'aller plus loin, est-ce que vous avez des questions pour celles qui sont présentes? Oui, on a un commentaire. Merci beaucoup. Je vais devoir écouter puisque j'ai eu plusieurs appels. Bon, d'accord. Ben, merci beaucoup, c'était très intéressant. Oui. Bien, écoutez, si jamais il y a des questions qui vous arrivent en re-regardant le webinaire, parce qu'en fait, le webinaire va être disponible sur YouTube, vous avez juste à aller directement dans les commentaires ou simplement m'écrire à l'adresse courriel info@commercial-nalueducation.ca. Puis vous pouvez juste envoyer des commentaires, puis si vous avez des questions, si vous voulez aller plus loin, c'est toujours possible. Habituellement, il y a un webinaire par mois. Cela dit, on prend congé. Donc, en juillet et en août, compte tenu que c'est le temps, en fait, tout le monde est en vacances, j'ai dit, on prend ça léger, pas de webinaire. On va revenir au mois de septembre avec un nouvel horaire, des nouvelles thématiques. Pendant ce temps-là, si vous voulez regarder du contenu, il y a toujours sur YouTube avec les anciens webinaires qui portent sur tout plein de thématiques, les pièces matériaux libres, ça porte aussi sur les types de vêtements, le jeu libre et actif. Julie est venue exactement l'année dernière au même temps, on a parlé du jeu libre et actif, comment le promouvoir. Il y a vraiment des belles thématiques aussi à explorer, que ce soit partagé à vos collègues. C'est rapide, je vais le dire en anglais, c'est short and sweet, puis c'est le fun, c'est très, très, très théorique. Ben, pas très théorique, mais c'est très pratique aussi. Vous allez retrouver aussi du contenu sur LinkedIn, que ce soit sur Facebook. N'hésitez pas à le partager, à vous abonner. Moi, ça me fait vraiment plaisir de partager ce contenu-là gratuit avec vous. Puis, ça m'a fait plaisir de vous voir. Puis, je vous souhaite un bel été. Puis, on se revoit au mois de septembre. Bye bye tout le monde, bon été! Bye bye!